Prenez une fraction de seconde pour visualiser l'apogée absolue du rêve européen de la classe moyenne. Nous sommes en 1976. Sous le soleil éclatant de la vallée de la Loire, une famille française pose fièrement à côté d'une machine rutilante qui sent encore le neuf. C'est la Simca 1308, une berline à haillons révolutionnaire, d'une habitabilité défiant toute concurrence, qui vient tout juste d'écraser ses rivales pour être couronnée voiture européenne de l'année. Elle est l'incarnation d'une France triomphante, le joyau mécanique des Trente Glorieuses, construite par des hommes et des femmes qui connaissent alors la prospérité économique la plus fulgurante de leur histoire. Maintenant, prenez cette image idyllique et déchirez-la violemment en deux. Remplacez la douce chaleur de la campagne française par l'hiver glacial, gris et oppressant des rues de Moscou au début des années 80. Une voiture brutaliste, aux finitions grossières et à la tôle mal ajustée, fend lourdement la neige fondue d'un boulevard soviétique. Elle s'appelle la Moskvitch 20441, plus connue à l'ouest sous le nom d'Aleko. Elle ressemble à une imitation communiste morne, lourde et maladroite d'une berline occidentale moderne. Et pour cause, c'est exactement, littéralement ce qu'elle est. Ces deux véhicules, séparés par le rideau de fer et un monde de haine idéologique, sont fondamentalement la même machine. L'une est le couronnement de l'ingénierie automobile française, la fierté absolue d'une nation capitaliste. L'autre est la preuve physique et irréfutable de l'un des braquages industriels commandités par un État les plus effrontés du XXe siècle. Le gouvernement soviétique a littéralement kidnappé ce chef-d'œuvre français. Dans un complexe de Moscou hautement classifié, le KGB et les ingénieurs de l'AZLK l'ont dépouillé jusqu'au métal nu pour faire de la rétro-ingénierie sur l'intégralité de sa carrosserie, boulon par boulon. Ils ont cloné la ligne de toit, l'inclinaison des portières, ce haillon révolutionnaire, effaçant d'un revers de main des millions de francs de recherche et développement. Mais ce vol géopolitique paroxysmique de la Simca 13908 n'est que le deuxième crime le plus choquant commis contre cette voiture. Le premier crime, le plus impardonnable, a été commis par sa propre famille. Promenez-vous aujourd'hui dans les rues de Paris, de Lyon ou de Marseille. Vous verrez des océans de Peugeot, de Renault et de Citroën saturer chaque avenue. Mais vous ne verrez pas la moindre Simca. Pour un observateur moderne, ce nom a été rayé de la carte. Il a été cliniquement effacé de notre mémoire culturelle. Pourtant, dans les années 50 et 60, Simca était le deuxième plus grand constructeur automobile de toute la France. C'était un titan industriel d'une puissance terrifiante. Si vous avez des racines françaises, il est statistiquement presque certain que votre grand-père, votre oncle ou votre père a conduit avec une immense fierté une Simca A-Ronde ou une Simca 1000. C'était le cœur battant des cols bleus, le véhicule qui a remis un pays entier sur la route du succès après la guerre. Alors, comment un empire de cette envergure, pesant des milliards de francs et employant des dizaines de milliers de personnes, s'évapore-t-il simplement dans le vide? Comment une marque capable de concevoir la meilleure voiture d'Europe se retrouve-t-elle pulvérisée en moins d'une décennie? Les livres d'histoire d'entreprise, aseptisés et politiquement corrects, vous raconteront un mensonge très pratique. Ils diront que Simca n'a tout simplement pas survécu aux réalités économiques brutales du choc pétrolier, que l'inflation et les forces naturelles du marché l'ont poussé vers la faillite. C'est un mythe soigneusement fabriqué pour protéger les coupables. Simca n'est pas morte de vieillesse, d'obsolescence ou d'incompétence. Elle a été assassinée en plein jour. Elle a été la victime d'un bain de sang corporatiste d'une violence inouïe. D'abord, elle a été vendue à des cadres américains avides basés à Détroit. Les fameux costumes-cravates de Chrysler qui ont regardé ce brillant constructeur européen et n'y ont vu qu'une vache à lait jetable. Ils ont pressé les usines françaises jusqu'à la dernière goutte, sacrifiant la qualité sur l'autel de la rentabilité pour sauver leur propre empire domestique en plein naufrage de l'autre côté de l'Atlantique. Et quand les Américains eurent aspiré la moelle de ces eaux, quand ils l'eurent laissée chancelante au bord du gouffre, Simca a été jetée en pâture à son rival français le plus féroce, le plus amer, Peugeot. Peugeot n'a pas racheté Simca pour sauver un trésor national. Ils l'ont racheté pour l'exécuter dans l'ombre. Ils l'ont racheté pour lui arracher violemment son identité, voler ses usines gigantesques et étouffer délibérément la marque, tout en jetant systématiquement à la rue les milliers d'ouvriers qui avaient bâti cet empire à la sueur de leur front.
déclenchant des émeutes d'une brutalité sans précédent. Ce n'est pas juste l'histoire d'une voiture dont la chaîne de montage s'est arrêtée. C'est un thriller financier et social qui documente la minute exacte où l'âge d'or de la classe ouvrière a été vendu au plus offrant, puis démantelé par des comptables sans pitié. Avant de déclassifier les détails de la manière dont le ministère soviétique de l'industrie automobile a contourné les lois internationales pour cloner physiquement ce chef-d'œuvre derrière le rideau de fer, j'ai une question pour vous. Lorsqu'une énorme multinationale rachète son concurrent direct, pensez-vous qu'elle a un jour la véritable intention de garder cette marque rivale en vie, ou est-ce toujours une exécution déguisée? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous, quelle autre marque légendaire avez-vous vu se faire racheter pour être ensuite délibérément détruite par un concurrent jaloux? Car pour comprendre la pure cruauté avec laquelle Peugeot a asphyxié Simca et pour comprendre pourquoi les soviétiques ont ciblé cette voiture en particulier pour leur braquage du siècle, nous devons revenir au point de genèse absolu. Nous devons découvrir comment un simple immigré italien, parti de rien, est arrivé au cœur de la France pour y bâtir un empire automobile indépendant si féroce, si technologiquement redoutable, qu'il a fait se réveiller les dirigeants intouchables et aristocratiques de Renault et Peugeot dans des sueurs froides. Pour comprendre la tragédie qui va s'abattre sur cette entreprise, il faut d'abord mesurer l'immensité vertigineuse de ce qui a été bâti, et surtout, qui l'a bâti. L'histoire de Simca ne commence pas dans un conseil d'administration feutré à Paris, entre héritiers de vieilles familles industrielles. Elle commence dans la poussière, le cambouis et l'ambition dévorante d'un homme venu de nulle part. Enrico Teodoro Pigozzi est un immigré italien. Dans les années 1920, il gagne sa vie en rachetant de la ferraille en France pour la revendre aux aciéries de Fiat à Turin. C'est un homme d'une intelligence redoutable, doté d'un instinct de prédateur. Il convainc le grand patron de Fiat, Giovanni Agnelli, de lui confier l'assemblage de voitures italiennes sur le sol français pour contourner les taxes douanières punitives de l'époque. Enrico francise son nom, devient Henri Théodore Pigozzi et en 1934, il fonde la Société industrielle de mécanique et carrosserie automobile, SIMCA. Au début, ce n'est qu'une usine de montage qui clone des Fiat sous un autre nom. Les aristocrates de chez Peugeot et les mastodontes étatiques de chez Renault regardent ce petit Italien avec un mépris à peine dissimulé. Pour eux, ce n'est qu'un assembleur de bas étage, un opportuniste. Ils sont persuadés qu'à la moindre crise, son petit atelier s'effondrera. C'est la première erreur fatale de l'establishment automobile français. Ils ont sous-estimé l'ego colossal de Pigozzi. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France est en ruine et a désespérément besoin de se déplacer. Pigozzi comprend que pour survivre, il ne peut plus se contenter d'être l'ombre de Fiat. Il doit créer une voiture purement française, une machine capable de briser le monopole de la petite Renault 4 chevaux et de la lourde Peugeot 203. En 1951, il lâche une bombe sur le marché. La Simca 1000 n'existe pas encore, c'est l'heure de la Simca 9 à ronde. La ronde n'est pas seulement une voiture, c'est une déclaration de guerre. C'est la première Simca dotée d'une carrosserie monocoque, indépendante des plans Fiat. Mais Pigozzi sait que les Français doutent de la fiabilité d'une marque si jeune. Alors, il orchestre un coup de génie marketing et mécanique d'une brutalité inouïe. Il envoie une aronde de série, prélevée au hasard sur la chaîne de montage, sur le redoutable anneau de vitesse du circuit de Montlhéry. L'ordre donné aux pilotes d'essai est simple. Roulez à fond, jour et nuit, jusqu'à ce que le moteur explose. Sauf que le moteur n'a jamais explosé. La ronde a tourné sans interruption pendant plus d'un mois. Elle a avalé 100 000 km à près de 105 km/h de moyenne, brisant au passage des dizaines de records du monde d'endurance. La nouvelle fait l'effet d'un séisme dans le pays. La ronde est déclarée indestructible. Les ventes explosent avec une violence telle que l'usine originelle de Nanterre frôle l'asphyxie. Pigozzi encaisse les millions à un rythme effréné, mais il a un problème. Il n'a plus assez d'espace pour construire ses voitures. Il lui faut un nouveau territoire. Il lui faut un empire. Et c'est ici que l'histoire de Simca transcende la simple mécanique pour devenir une utopie sociale monumentale. En 1954, dans un mouvement d'une audace financière qui stupéfie tout le pays,
Pigozzi rachète l'intégralité de la filiale française du géant américain Ford, Ford SAF. D'un seul coup de stylo, l'immigré italien qui vendait de la ferraille met la main sur l'usine la plus moderne d'Europe, le site de Poissy, dans les Yvelines. Poissy n'était pas une usine, c'était un monstre d'acier et de béton, une ville tentaculaire crachant de la fumée, absorbant des tonnes d'acier brut à une extrémité pour recracher des véhicules étincelants à l'autre. Mais Pigozzi ne s'arrête pas au mur de l'usine. Sous son règne absolu, Simca devient un modèle de paternalisme industriel sans équivalent pendant les 30 Glorieuses. L'entreprise achète des terrains immenses autour de l'usine et construit des quartiers entiers, comme le domaine de Beauregard et La Coudray. Des milliers de logements flambant neufs, équipés du chauffage central et de l'eau courante, un luxe inouï pour la classe ouvrière des années 50, sont offerts aux employés. Travaillez pour Pigozzi et Simca vous loge. Simca vous nourrit dans ses supermarchés coopératifs à prix coûtant. Simca construit des stades de football pour vos week-ends, des piscines et même des maternités. Une génération entière d'enfants est littéralement née dans des cliniques estampillées du logo à l'hirondelle. Sur les chaînes de montage de Poissy, il n'y a pas que le bruit assourdissant des presses à emboutir. Il y a la fierté d'une classe ouvrière qui a le sentiment de forger la France moderne. Les cols bleus de Poissy ne se considèrent pas comme de simples ouvriers. Ils sont les soldats d'une armée victorieuse. Et avec le rachat de Ford-France, Pigozzi ne récupère pas seulement une usine. Il récupère le joyau de la couronne américaine, le légendaire moteur V8 à soupape latérale. Du jour au lendemain, Simca ne fabrique plus seulement des petites voitures populaires. L'entreprise lance la gamme des vedettes, Versailles et la mythique Chambord. De somptueuses berlines aux ailerons chromés, inspirées du design américain, mais avec une élégance toute française. Soudain, les ministres du gouvernement, les stars de cinéma et la haute bourgeoisie parisienne ne paradent plus en Citroën Traction. Ils roulent en Simca V8. L'arrogance de Pigozzi atteint son zénith. Il s'installe dans ses bureaux somptueux des Champs-Élysées, contemple la capitale et savoure sa victoire. En moins de 20 ans, il a humilié la vieille garde. Simca est devenu le deuxième constructeur automobile de France, devançant Peugeot, talonnant le géant d'État Renault. Mais le chef-d'œuvre absolu, l'arme de destruction massive qui va asseoir l'hégémonie de Simca, sort des chaînes en 1961. C'est une petite boîte carrée, dotée d'un moteur placé à l'arrière, au bruit métallique si caractéristique. La Simca 1000. Elle est légère, nerveuse, diablement amusante à conduire et surtout, incroyablement bon marché. La Simca 1000 ne se contente pas de se vendre. Elle motorise une nouvelle génération. Elle devient la voiture des jeunes, la voiture des femmes qui accèdent à l'indépendance, la terreur des rallyes dans sa version Rallye 2. Sous le capot arrière bat ce qu'on appelle désormais le moteur Poissy. Un bloc en fonte d'une robustesse tellement irrationnelle qu'il est réputé impossible à casser. Les mécaniciens de l'époque plaisantent en disant qu'une Simca 1000 finira rongée par la rouille bien avant que son moteur ne lâche. À son apogée, l'usine de Poissy crache près de 1000 véhicules par jour. Les profits sont astronomiques. Le logo de l'hirondelle est omniprésent. L'empire est invincible. Sauf que l'invincibilité est un concept qui n'existe pas en économie. Et Pigozzi, ivre de sa propre réussite, vient de commettre l'erreur tactique qui va signer l'arrêt de mort de tout ce qu'il a construit. La guerre totale qu'il mène contre Renault et Peugeot demande des munitions, c'est-à-dire des capitaux colossaux. Il faut financer la recherche, moderniser les lignes de montage, étendre l'usine de Poissy toujours plus loin. Les actionnaires historiques de Fiat, inquiets de voir la créature échapper totalement au contrôle de son créateur italien, refusent d'injecter plus d'argent. Pigozzi a désespérément besoin de liquidités pour continuer à alimenter la machine. Alors, dans un geste de pure vanité stratégique, il ouvre grand la porte de son capital. Il met des actions Simca sur le marché international. Il croit qu'il peut prendre l'argent de n'importe qui, tout en gardant le contrôle absolu, comme il l'a toujours fait. Il se sent intouchable. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, à Détroit,
Des hommes en costume sur mesure, entourés de comptables et de banquiers d'affaires, observent la situation avec une froideur de reptile. Ces hommes ne savent pas ce qu'est la fierté ouvrière de Poissy. Ils se fichent éperdument des records de la Ronde ou du charme de la Simca 1000. Ils représentent la troisième plus grande force industrielle du monde. Et ils cherchent désespérément une tête de pont pour envahir le marché européen. Avant de voir comment l'un des plus grands titans de l'industrie américaine s'est infiltré dans le conseil d'administration de Simca pour orchestrer le putsch le plus brutal de l'histoire automobile française, dites-moi dans les commentaires, avez-vous ou vos parents grandi avec le bruit mythique du moteur d'une Simca 1000 ou l'élégance d'une Aronde ? Partagez vos histoires, car ce patrimoine est sur le point d'être méthodiquement détruit. Pigozzi pensait inviter des investisseurs silencieux à sa table. Mais les hommes qui viennent de racheter 15 puis 25% de son entreprise ne sont pas là pour toucher des dividendes. La Chrysler Corporation vient d'entrer dans la pièce et ils ont déjà décidé que l'oiseau de Simca allait être abattu. En 1963, l'illusion du contrôle absolu d'Henri Théodore Pigozzi vole en éclats avec la violence d'un accident frontal. Le fondateur de Simca, l'homme qui a bâti un empire à la sueur de son front, croyait manipuler les investisseurs américains pour financer sa propre guerre européenne. Mais à Détroit, la direction de Chrysler jouait à un tout autre jeu. Il ne voulait pas d'un partenariat, il voulait une colonie. Profitant d'une restructuration complexe et du rachat furtif des parts historiques que détenait encore Fiat, Chrysler monte au capital avec une agressivité de prédateur. Du jour au lendemain, la firme américaine s'empare de 63% des actions de Simca. Le piège de velours s'est refermé. L'immigré italien, le roi incontesté de Poissy, est convoqué dans son propre bureau. Des hommes en costume strict, dépêchés du Michigan, lui annoncent avec une froideur bureaucratique terrifiante qu'il est démis de ses fonctions. Il est expulsé de l'entreprise qu'il a créée à partir de rien. Le choc psychologique est d'une violence inouïe. Moins d'un an après ce putsch d'entreprise, Henri Théodore Pigozzi meurt d'une crise cardiaque. Beaucoup à Poissy murmureront qu'il est mort d'un cœur brisé, foudroyé par la trahison. La purge américaine commence immédiatement. Le symbole poétique de Simca, la fameuse petite hirondelle qui ornait les calandres depuis des décennies, est violemment arraché des façades des usines et des documents officiels. À sa place, Chrysler hisse son propre emblème, le Pentastar. Une étoile froide, géométrique, à 5 branches. Le message envoyé aux milliers d'ouvriers français est clair. Vous ne travaillez plus pour une famille. Vous appartenez désormais à Chrysler Europe. Vous êtes une ligne sur le tableur financier d'une multinationale située à 7000 km de là. Les nouveaux maîtres américains ne parlent pas un mot de français. Ils ne comprennent absolument rien à la culture paternaliste de Poissy, au stade de football construit pour les ouvriers ou au supermarché coopératif. Ils sont obsédés par une seule et unique métrique, la standardisation et la réduction des coûts. Leur stratégie est d'homogénéiser toutes leurs filiales européennes, d'effacer les identités nationales pour imposer une méthode de production à l'américaine. Pourtant, malgré ce climat d'occupation corporatiste, le génie français refuse de mourir. Dans les bureaux d'études de Poissy, les ingénieurs de Simca, des hommes qui ont l'huile moteur dans le sang, préparent une riposte mécanique magistrale. Ils travaillent dans le plus grand secret sur le projet C6. Leur objectif n'est pas de plaire à Détroit, mais de concevoir la familiale absolue, une voiture capable de redéfinir les standards du continent. Face aux comptables américains qui exigent de recycler de vieilles plateformes pour économiser le moindre centime, les ingénieurs français se battent pour imposer des solutions techniques d'avant-garde. Ils exigent un moteur transversal, une traction avant pour maximiser l'espace intérieur et surtout, ils imposent une révolution architecturale qui va bouleverser l'industrie, le haillon, la 5e porte. Ils dessinent une berline à la ligne profilée, avec un pare-choc en résine parfaitement intégré à la carrosserie et un coffre dont la banquette arrière se rabat pour offrir un volume de chargement digne d'un utilitaire, le tout dans un confort de salon bourgeois. En 1975,
Cette machine est dévoilée sous le nom de Simca 1307, 1308 et 1309 selon les motorisations. Pour faire plaisir à Détroit, la voiture est badgée Chrysler Simca. Le résultat est un triomphe absolu. C'est un raz-de-marée commercial. La presse automobile européenne est sous le choc de son habitabilité et de sa tenue de route. La concurrence, Renault, Peugeot, Volkswagen, est instantanément ringardisée. En 1976, la Simca 308 écrase tous ses adversaires et remporte le titre suprême, le Graal absolu de l'industrie, le trophée de la voiture européenne de l'année. L'usine de Poissy tourne à un régime effréné. On embauche massivement pour répondre à la demande colossale. La Simca 308 se vend par centaines de milliers d'exemplaires. Les cols bleus français viennent de prouver au monde entier que leur savoir-faire surpasse celui de leurs nouveaux maîtres américains. Mais ce triomphe est une illusion. C'est le chant du cygne. Car de l'autre côté de l'océan, un désastre apocalyptique est en train de se produire. En 1973, le premier choc pétrolier a frappé les États-Unis de plein fouet. Le prix du baril explose. Du jour au lendemain, les consommateurs américains, paniqués par les files d'attente interminables aux stations-service, refusent d'acheter les immenses paquebots V8 gourmands en essence que Chrysler produit à Détroit. Les ventes de la maison mère s'effondrent. Chrysler se retrouve au bord de la banqueroute totale, asphyxié par des dettes colossales, obligé de quémander un plan de sauvetage au gouvernement fédéral américain. La direction de Détroit est dans un état de panique aveugle. Pour survivre, ils doivent trouver du cash, et vite. Ils regardent de l'autre côté de l'Atlantique et voient l'usine de Poissy qui imprime littéralement de l'argent grâce au succès phénoménal de la Simca 308. Les ordres qui tombent du Michigan ne sont plus des directives, ce sont des actes de pillage. Chrysler transforme Poissy en une gigantesque pompe à finances. Pour maximiser les marges et envoyer chaque franc de bénéfice vers les États-Unis, afin de boucher les trous de la maison mère, les comptables américains exigent des coupes budgétaires d'une sauvagerie inouïe sur la chaîne de production française. C'est le début de l'horreur mécanique. Pour réduire les coûts de fabrication à tout prix, la direction impose l'achat d'acier recyclé de qualité inférieure, notamment de la tôle soviétique achetée au rabais, non traitée, remplie d'impuretés. Pire encore, les traitements anti-corrosion, pourtant vitaux, sont drastiquement réduits. L'épaisseur de la peinture est rognée de quelques microns, des décisions validées par des financiers en Amérique qui ne conduiront jamais ces voitures sous la pluie battante d'un hiver européen. Sur les chaînes de montage, les vieux ouvriers de l'époque Pigozzi ont la nausée. Ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont forcés d'assembler ce chef-d'œuvre récompensé par la critique internationale avec des matériaux poubelles. Ils sont contraints d'assassiner leur propre réputation. Les conséquences dans le monde réel sont catastrophiques, foudroyantes. Quelques mois seulement après leur sortie d'usine, les magnifiques Simca 1308, fierté de leurs propriétaires, commencent à pourrir de l'intérieur. La rouille apparaît à une vitesse irrationnelle. Les passages de roues se perforent, les bas de caisse se désintègrent. La tôle autour des vitres se boursoufle et s'écaille comme une maladie de peau. En à peine 2 ou 3 ans, des voitures mécaniquement parfaites se transforment en épaves dentelées par la corrosion. Le contrat de confiance, scellé par les records d'endurance de la Ronde et l'incassable moteur de la Simca 1000, est violé et piétiné. Le public français, choqué, se sent trahi. La réputation de qualité de Simca est littéralement dissoute par l'acide de la cupidité américaine. Les ventes, d'abord astronomiques, entament une descente aux enfers vertigineuse. Chrysler a gagné quelques millions de dollars à court terme, mais ils ont détruit le capital le plus précieux d'une marque automobile, la confiance absolue de son acheteur. L'histoire est remplie de ces trahisons corporatistes, où le travail des ingénieurs est saboté par la feuille de calcul d'un financier. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous ou vos parents
possédait une de ces voitures des années 70 qui se sont transformées en tas de rouille avant même d'avoir fini de payer le crédit. Quel modèle a été la pire arnaque de la corrosion selon vous? Car au moment précis où les dirigeants de Chrysler sacrifiaient l'intégrité de la Simca 1308 pour sauver leur peau, au moment où la réputation de cette machine s'effritait sur l'autel de la rentabilité, d'autres yeux étaient fixés sur ce chef-d'œuvre. À des milliers de kilomètres à l'est de Poissy, derrière le silence de plomb du rideau de fer, le gouvernement soviétique étudiait attentivement la détresse de Chrysler. Le ministre de l'Industrie automobile d'URSS n'en avait que faire de la mauvaise qualité de l'acier ou des problèmes financiers américains. Il avait sous les yeux le plan parfait de la voiture familiale idéale. Et il n'avait absolument aucune intention d'en acheter les brevets. La guerre froide industrielle venait de désigner sa prochaine cible. Et le plus grand braquage mécanique du siècle était sur le point d'être ordonné. Pendant que les comptables américains de Chrysler accélérait la décomposition de la Simca 1308 en sacrifiant l'acier sur l'autel de la rentabilité, à des milliers de kilomètres de là, sous le ciel de plomb de Moscou, cette même voiture s'apprêtait à subir un outrage d'une nature totalement différente. Nous sommes en 1976, dans les couloirs austères et glacials du ministère soviétique de l'industrie automobile. À cette époque, l'URSS fait face à un problème d'égo industriel majeur. L'usine Vaz d'Avovaz, qui produit les Lada, écrase littéralement le marché intérieur grâce aux accords passés avec l'italien Fiat. Le complexe rival, l'usine historique AZLK qui produit les Moskvitch, est en train de sombrer dans l'obsolescence absolue avec ses berlines dépassées, lourdes et inefficaces. Pour le tout-puissant ministre de l'Industrie automobile, Viktor Polyakov, la survie d'AZLK exige une révolution immédiate. Il faut une nouvelle voiture, une traction avant moderne, spacieuse, capable de projeter l'image d'une ingénierie soviétique triomphante. Les ingénieurs moscovites, des hommes brillants et fiers, travaillent depuis des années sur des prototypes audacieux, la fameuse série C. Ils ont des maquettes aérodynamiques, des concepts novateurs, une vision pour l'avenir de l'automobile russe. Mais dans l'Union soviétique des années 70, la vision d'un ingénieur ne pèse absolument rien face à l'impatience d'un ministre. Polyakov balaie les prototypes russes d'un revers de main méprisant. Il ne veut pas financer des années de développement risqué. Il veut une certitude, un raccourci. Et la certitude, il l'a fait importer directement d'Europe de l'Ouest. Un matin, les portes des laboratoires ultra-secrets de l'usine AZLK s'ouvrent pour laisser entrer une berline flambant neuve, aux lignes fluides et élégantes. C'est une Simca 1308, la fraîchement couronnée voiture européenne de l'année. L'ordre qui descend du bureau de Polyakov a l'effet d'une guillotine sur la fierté des ingénieurs soviétiques. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de dessiner, démontez cette machine française et copiez-la, à la lettre. L'humiliation est totale pour les cerveaux de l'AZLK. On ne leur demande plus d'être des créateurs, on leur ordonne d'être des faussaires. Ce qui suit est l'une des autopsies industrielles les plus méticuleuses et les plus immorales du XXe siècle. La Simca 1308 est placée sous les néons blafards des ateliers russes et littéralement dépouillée de sa peau. Les techniciens soviétiques utilisent des instruments de mesure d'une précision chirurgicale pour relever les cotes de chaque panneau de carrosserie. Ils ne s'inspirent pas du design français, ils le clonent. Ils reproduisent l'inclinaison exacte du pare-brise, la courbure spécifique du toit, la découpe des fenêtres et l'architecture révolutionnaire de la cinquième porte, ce haillon qui a fait le succès de Simca à travers l'Europe. L'espionnage n'est plus caché dans des microfilms. Il est étalé à la vue de tous sur des tables à dessin. Mais cloner une carrosserie est une chose. Cloner l'intelligence mécanique qui l'anime en est une autre. Et c'est là que le braquage parfait se transforme en une monstrueuse tragédie d'ingénierie. Le génie absolu de la Simca 1308 résidait dans l'agencement compact de son moteur transversal qui permettait de libérer un espace intérieur gigantesque tout en gardant un museau court et plongeant. Les soviétiques n'ont ni la technologie, ni les budgets, ni les machines-outils pour fabriquer un moteur transversal moderne. Ils sont coincés avec leurs vieux blocs moteurs USAM et Lada. Des morceaux de fonte archaïques, massifs,
lourds, conçus pour être montés longitudinalement, c'est-à-dire dans le sens de la longueur. Lorsque les ingénieurs d'AZLK tentent de faire entrer aux chausse-pieds ces dinosaures mécaniques dans la délicate structure copiée sur la Simca, c'est le désastre. Rien ne rentre. Le moteur longitudinal tape contre la calandre, il écrase la baie de pare-brise, il détruit l'équilibre des masses. Face à ce cauchemar dimensionnel, ils n'ont d'autre choix que de mutiler le design qu'ils viennent de voler. Ils sont obligés d'étirer artificiellement le nez de la voiture, d'élargir le compartiment moteur et de rehausser le capot. La ligne plongeante et élégante de la française est détruite, remplacée par un avant lourd, bulbeux et disproportionné qui ruine totalement l'aérodynamisme originel. Le résultat de cette hybridation forcée sortira des chaînes sous le nom de Moskvitch 2141 ou Aleco. Ce n'est plus une voiture, c'est un Frankenstein mécanique. Un zombie industriel, composé d'une enveloppe française volée et d'organes vitaux soviétiques périmés, pesant des centaines de kilos de plus que l'original, avec des performances anémiques et une tenue de route pataude. L'Aleco est la preuve roulante que l'on peut voler les plans d'une entreprise, mais que l'on ne peut jamais voler l'âme et la cohésion de ses ingénieurs. Pourtant, au moment même où les Russes martelaient la tôle de leur clone difforme dans le secret de Moscou, une autre tragédie, bien plus fatale, frappait la véritable Simca 1308 à l'ouest. Nous sommes en 1978. La situation de Chrysler aux États-Unis est passée de la crise grave à l'apocalypse financière. L'entreprise perd des centaines de millions de dollars par trimestre. Les usines américaines tournent à vide, les parkings de Détroit sont saturés de véhicules invendus. Un nouveau sauveur est appelé à la rescousse, le légendaire Lee Iacocca. Et Iacocca est un homme de pragmatisme absolu, un chirurgien de la finance qui n'hésite pas à amputer un membre pour sauver le corps. En examinant les livres de comptes, Iacocca prend une décision froide, immédiate et irrévocable. Chrysler doit se replier sur le territoire nord-américain. Les aventures européennes sont terminées. La filiale Chrysler Europe, qui englobe la totalité de l'empire Simca et l'immense usine de Poissy, est mise en vente. C'est une liquidation totale, une vente de feu. Le joyau de l'industrie française, le deuxième plus grand constructeur du pays, est soudainement jeté sur le trottoir, offert aux plus offrants comme un vulgaire lot de surplus. Dans les couloirs du pouvoir automobile européen, l'information déclenche une onde de choc. Qui a les épaules assez larges pour absorber un mastodonte comme Simca, avec ses dizaines de milliers d'ouvriers, son réseau de concessionnaires tentaculaires et ses dettes colossales? Renault décline. Fiat observe de loin. C'est alors qu'un acheteur se présente dans l'ombre. Un groupe français qui vient tout juste de digérer le rachat de Citroën. Le groupe PSA, Peugeot Citroën. Les dirigeants de Peugeot voient dans ce désastre américain l'opportunité la plus arrogante et la plus agressive de leur histoire. En rachetant Simca, Peugeot ne se contenterait pas de récupérer des usines modernes et une part de marché gigantesque. Peugeot éliminerait instantanément, d'un seul coup de stylo, son concurrent direct le plus féroce, celui-là même qui, sous l'ère Pigozzi, les avait tant humiliés. Les négociations avec Détroit sont expéditives, brutales. Lee Iacocca veut juste se débarrasser du fardeau européen avant que la banqueroute ne soit déclarée aux États-Unis. En août 1978, l'accord est scellé pour une somme qui défie l'entendement. Une somme qui est une insulte absolue à l'héritage d'Henri-Théodore Pigozzi et à la sueur des cols bleus de Poissy. Peugeot rachète l'intégralité de Chrysler Europe, toutes les usines, tous les brevets, toute l'histoire de Simca, pour la somme d'exactement $1 symbolique, plus la reprise des dettes. $1. Le prix d'un café pour effacer 40 ans d'indépendance industrielle. L'annonce fait l'effet d'une bombe dans les ateliers de Poissy. Mais, contre toute attente, la première réaction des ouvriers n'est pas la panique. C'est un soulagement massif. C'est une liesse populaire. Sur les chaînes de montage, les hommes et les femmes s'étreignent. Ils ouvrent le champagne. Dans leur esprit, le cauchemar américain vient de s'achever. Les costumes-cravates de Détroit, ces financiers aveugles qui ont détruit la qualité de leur voiture en rognant sur l'acier et l'anticorrosion, rentrent enfin chez eux.
Simca est redevenue une entreprise 100% française. Le drapeau tricolore flotte à nouveau sur l'Empire. Ils sont persuadés que leurs compatriotes de chez Peugeot vont injecter des capitaux, relancer les études et rendre à l'hirondelle sa gloire d'antan. C'est l'une des erreurs de jugement les plus tragiques de l'histoire syndicale française. L'euphorie va s'évaporer avec une violence inouïe. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, quel a été le vol industriel ou le clonage de voitures le plus scandaleux de l'histoire de l'automobile mondiale? Connaissiez-vous cette histoire hallucinante de l'Aleco russe copiée sur la Simca 1308? Partagez vos connaissances, car le cynisme que vous venez de voir du côté soviétique n'est rien comparé à la trahison domestique qui se prépare. Les ouvriers de Poissy pensaient avoir été rachetés par des sauveurs, des frères d'armes de l'industrie nationale. Mais ils venaient d'être rachetés par leurs bourreaux. Peugeot n'avait pas déboursé ce dollar symbolique pour investir dans Simca. Ils avaient déboursé ce dollar pour acheter le droit légal de les étouffer méthodiquement, de piller leur technologie, de voler leurs clients et de rayer leur nom de la surface de la Terre, provoquant la pire guerre civile sociale de la décennie. Les coupes de champagne débordaient encore dans les ateliers de Poissy, et les sourires de soulagement illuminaient encore les visages des ouvriers quand le couperet de la haute direction de Peugeot est tombé. Silencieusement, froidement. Les cols bleus croyaient dur comme fer que leur rattachement à un groupe 100% français allait marquer la résurrection de leur empire. Ils pensaient que PSA allait réinjecter des capitaux, relancer les bureaux d'études et redonner à Simca la place de roi qu'elle méritait sur les routes d'Europe. Ils se trompaient avec une naïveté tragique. Dans les salons feutrés de l'avenue de la Grande Armée, au siège de Peugeot, le conseil d'administration n'avait absolument aucune intention de sauver un concurrent. Le plan n'était pas la rédemption, c'était la cannibalisation. Peugeot avait acheté Simca pour ses parts de marché, pour son gigantesque outil industriel, et surtout pour l'éliminer définitivement de l'échiquier. Et pour tuer un géant, on ne commence pas par détruire ses usines. On commence par effacer son nom. Nous sommes en juillet 1979. Le contrat de rachat stipule que PSA n'a plus le droit d'utiliser le nom Chrysler. C'est une obligation légale. La solution logique, évidente, celle qu'attendent les millions de clients, les concessionnaires et les ouvriers, c'est le grand retour du nom Simca. Un nom qui résonne dans le cœur des Français, synonyme de victoire en rallye, de la mythique Aronde et de l'incassable moteur Poissy. Mais les stratèges de Peugeot prennent une décision qui défie absolument toute logique commerciale. Ils décident de verrouiller le nom Simca dans un coffre-fort et de jeter la clé dans la Seine. À la place, ils fouillent dans les catacombes de l'histoire automobile et exhument un cadavre oublié depuis près de 25 ans. Talbot. Talbot était une marque d'aristocrates d'avant-guerre, célèbre pour ses limousines de luxe et ses victoires au Mans dans les années 30. Un nom totalement déconnecté de la réalité ouvrière et populaire des années 80. Du jour au lendemain, Peugeot force des milliers de concessionnaires à arracher leurs enseignes. Le public est plongé dans une confusion totale et absolue. Imaginez qu'une multinationale rachète Coca-Cola, supprime le nom du jour au lendemain et force les supermarchés à vendre la même boisson sous le nom de limonade du baron Archibald. C'est un suicide marketing. Le client moyen entre dans une concession en banlieue parisienne. « Je voudrais voir la nouvelle Simca ». Le vendeur, penaud, doit répondre « Simca n'existe plus, monsieur. Maintenant, c'est Talbot ». Le lien de confiance, cette fidélité viscérale construite sur 3 décennies, est brisé net. Les ventes accusent un coup de frein d'une violence inouïe. Le public rejette ce nom artificiel, collé à la va-vite sur des carrosseries qui sentent encore l'Amérique. Peugeot a réussi son premier coup de poignard. Ils ont rendu la marque étrangère à son propre public. Mais le sabotage marketing n'est qu'une mise en bouche. Le véritable assassinat se déroule dans les bureaux de recherche et développement. Si vous voulez tuer une marque de l'intérieur, il suffit de l'affamer. Peugeot gèle instantanément tous les budgets d'innovation de l'ex-groupe Simca. Chaque franc disponible, chaque ingénieur de talent, chaque ressource est siphonnée et détournée vers le bastion historique de Peugeot
à Sochaux, pour financer en secret le projet qui sauvera la marque au lion, la future Peugeot 205. Pendant ce temps, Talbot est condamné à mourir de faim, nourri uniquement des restes de son bourreau. L'exemple le plus effroyable de ce sabotage industriel porte un nom, la Talbot Tagora. La Tagora devait être le vaisseau amiral de la marque. Conçue à l'origine sous l'ère Chrysler, elle devait être une berline haut de gamme majestueuse, propulsée par de puissants moteurs V8, dotée d'une technologie de pointe pour rivaliser avec BMW et Mercedes. Mais lorsque Peugeot met la main sur le projet, il le mutile. Les dirigeants de PSA sont terrifiés à l'idée que la Tagora puisse faire de l'ombre à leur propre voiture de luxe, la Peugeot 604. Alors, ils ordonnent à leurs ingénieurs de dépecer la Tagora. Ils lui arrachent son train avant sophistiqué et le remplacent par celui, beaucoup plus rustique, de la Peugeot 505. Ils interdisent l'utilisation du V8 et forcent l'intégration du moteur V6 PRV, mais en le réglant de manière à ne surtout pas surpasser les modèles Peugeot. Ils l'équipent d'un habitacle austère et de plastique indigne de son rang. La Tagora sort en 1980. C'est un monstre de Frankenstein, mal positionné, trop cher, sous-équipé et né pour échouer. C'est l'un des pires fiascos commerciaux de la décennie. En ruinant sciemment leurs propres produits, les dirigeants de Peugeot prouvent aux banques et au gouvernement que Talbot est une marque non rentable. L'alibi est en train d'être forgé avec une froideur sociopathique. En 1982, la machination porte ses fruits empoisonnés. Les ventes de Talbot sont en chute libre. Les modèles vieillissent, la qualité s'effondre. C'est le moment que choisit Jacques Calvet, le nouveau patron intraitable de PSA, pour déclencher la phase finale. Sous prétexte de pertes financières insoutenables, la direction annonce un plan de licenciement massif à l'usine de Poissy. Près de 3000 travailleurs doivent être jetés à la rue. L'utopie industrielle d'Henri Théodore Pigozzi, cette ville-usine qui construisait des stades, des hôpitaux et des logements pour ses employés, se fracture et se transforme en une zone de guerre absolue. De décembre 1982 à janvier 1984, l'usine de Poissy sombre dans le chaos. C'est le début des tristement célèbres grèves de Poissy, l'un des conflits sociaux les plus sombres, les plus violents et les plus déchirants de l'histoire moderne de la France. Ce conflit n'est pas qu'une simple question de salaire. C'est le cri d'agonie d'une classe ouvrière qu'on est en train d'effacer. La tragédie humaine est d'une profondeur inouïe. Une immense partie des ouvriers spécialisés de Poissy sont des travailleurs immigrés, principalement originaires d'Afrique du Nord. Ce sont des hommes qui ont respiré les vapeurs toxiques de peinture, qui se sont brisé le dos à souder des châssis, qui ont donné leur santé, leurs poumons et leur jeunesse pour faire de Simca le titan qu'il a été. Et maintenant que Peugeot a siphonné la technologie et les parts de marché, ces hommes sont traités comme des déchets industriels obsolètes. On leur propose des primes de retour au pays. On les pousse vers la sortie avec un mépris qui glace le sang. La colère explose. Les chaînes de montage s'arrêtent. L'usine est occupée. Mais la direction de Peugeot, machiavélique, joue la division. Elle attise les tensions entre le syndicat de gauche, la CGT, qui défend les grévistes, et le syndicat maison, la CSL, souvent qualifié de syndicat jaune, composé d'agents de maîtrise et d'ouvriers français qui veulent reprendre le travail. L'usine de Poissy devient un champ de bataille clos. Des affrontements d'une sauvagerie terrifiante éclatent à l'intérieur même des ateliers où naissait la ronde. Des hommes se battent à coups de barres de fer, de boulons de 30 mm et de lances à incendie. Les vitres des bureaux explosent. Le sang coule sur les lignes d'assemblage immobile. Les CRS chargent dans les fumées de gaz lacrymogènes qui se mélangent à l'odeur persistante de l'huile de coupe. Des ouvriers pleurent de rage et de désespoir devant les caméras de télévision, conscients qu'ils ne se battent pas seulement pour leur emploi, mais pour leur dignité humaine. C'est la mort hurlante du rêve industriel français. Depuis les fenêtres insonorisées de leurs bureaux parisiens, les dirigeants de PSA contemplent le brasier avec une satisfaction cynique. Les émeutes de Poissy leur fournissent l'excuse ultime, le blanc-seing parfait. Ils se tournent vers le gouvernement, vers la presse et vers l'opinion publique et déclarent d'un ton faussement désolé « Regardez Talbot, c'est un gouffre financier. C'est une poudrière sociale ingouvernable. Nous n'avons pas d'autre choix que de débrancher la machine. » Le sabotage est terminé.
le patient est mort. En 1986, l'exécution est rendue officielle. Le nom Talbot est définitivement radié et liquidé. L'immense réseau de concessionnaires est totalement absorbé par Peugeot. Les usines sont converties pour fabriquer des voitures au lion. Mais Peugeot réserve à l'histoire un ultime affront. Une dernière insulte crachée au visage des ingénieurs déchus de Simca. Avant que la hache ne tombe, le bureau d'études de Talbot, dans un ultime sursaut de génie et d'instinct de survie, avait réussi à concevoir en secret une dernière voiture. Une berline compacte, brillante, moderne, destinée à remplacer la vieillissante Talbot Horizon. Le projet s'appelait en interne Talbot Arizona. La voiture était prête, les prototypes roulaient, les chaînes de montage étaient calibrées pour elle. Quelques semaines à peine avant son lancement officiel, la direction de Peugeot débarque, s'empare de la voiture et donne un ordre glacial. Ils font arracher les logos Talbot de la calandre. Ils font recoller le lion de Peugeot à la place. Et ils la commercialisent sous le nom de Peugeot 309. Ils ont littéralement volé le dernier souffle, le dernier enfant de la marque mourante, pour s'en attribuer le mérite et garnir leur propre catalogue. L'effacement est total. Le nom est mort. Les ouvriers sont licenciés. Le capital technologique a été pillé et blanchi sous un autre logo. L'empire colossal bâti par Henri-Théodore Pigozzi, l'hirondelle de Simca qui avait motorisé la France, n'est plus qu'un amas de cendres balayé par le vent de la finance. La trahison corporatiste est un chef-d'œuvre de cruauté. Dites-moi dans les commentaires, face à une telle violence sociale et économique, pensez-vous que le gouvernement français de l'époque aurait dû intervenir pour empêcher Peugeot d'assassiner Talbot? Ou est-ce simplement la loi impitoyable du capitalisme qu'il faut accepter? L'oiseau français a été abattu en plein vol par ses propres frères. Les usines se sont tues, la marque a disparu des radars occidentaux. Mais si vous pensiez que le fantôme de l'ingénierie Simca reposait en paix dans le cimetière des marques oubliées, vous sous-estimez gravement l'obstination de la guerre froide. Car à l'instant même où Peugeot plantait le dernier clou dans le cercueil de Talbot en France, le clone illégitime, la voiture soviétique volée aux ingénieurs français, s'apprêtait à prendre une revanche posthume d'une ironie absolument vertigineuse. L'année 1986 marque la mise en bière officielle et bureaucratique de Talbot en France. Les usines sont purgées, les drapeaux sont arrachés de leurs mâts. Peugeot a gagné sa guerre froide interne et rayé son rival de la carte. Mais la mécanique possède une ironie sauvage que la finance ne peut pas contrôler. Pendant que la France enterrait son prodige dans l'indifférence des conseils d'administration, à 3000 km de là, sous le ciel de plomb de Moscou, le fantôme de la Simca 1308 refusait obstinément de mourir. Le Moskvitch 2141, ce clone difforme, ce Frankenstein industriel commandité par le ministère soviétique, n'a pas seulement survécu à la marque originale. Il a survécu à la chute du mur de Berlin. Il a survécu à l'effondrement total de l'Union soviétique. Il a bravé le chaos de la perestroïka et la thérapie de choc capitaliste des années 90. L'usine AZLK de Moscou a continué de cracher des dizaines de milliers de ses copies de Simca, jour après jour, année après année, jusqu'en 2001. 15 ans. Le design volé aux ingénieurs de Poissy a vécu 15 années de plus que la marque qu'il avait enfantée. C'est l'insulte ultime, le paradoxe le plus cruel de l'histoire industrielle moderne. L'ingénierie française était si brillante, si fondamentalement en avance sur son temps, que même bâtardisée par la planification communiste, même assemblée à la hâte avec de l'acier soviétique de seconde zone, elle a refusé de disparaître. Le capitalisme français a mis moins de 10 ans à l'assassiner. Le communisme russe l'a fait rouler pendant un quart de siècle. Mais comment une nation entière a-t-elle pu laisser ses propres élites détruire ce que même ses pires ennemis cherchaient à préserver à tout prix? La mort de Simca n'est pas un banal fait divers de la rubrique automobile. C'est l'autopsie clinique de la désindustrialisation moderne. C'est la preuve irréfutable qu'une poignée d'hommes en costume sur mesure, armés de tableurs financiers et isolés au dernier étage d'une tour de verre, possède le pouvoir terrifiant d'effacer le travail de 3 générations d'ouvriers d'un simple trait de plume.
L'assassinat de Talbot a créé un précédent toxique, un mode d'emploi pour le capitalisme sauvage en Europe. Il a prouvé aux dirigeants du monde entier qu'il était possible de racheter un concurrent, de confisquer ses brevets, de siphonner ses parts de marché, de licencier des milliers de travailleurs immigrés et français dans la violence, les émeutes et les gaz lacrymogènes, et de s'en tirer avec des bénéfices records. L'histoire de l'usine de Poissy n'était pas une anomalie, c'était un laboratoire. Un laboratoire où l'on a testé jusqu'où on pouvait manipuler et détruire l'âme d'une marque sans en subir les conséquences. Les stratèges de Peugeot pensaient qu'en collant l'étiquette morte de Talbot sur des carrosseries conçues par les Américains de Chrysler, les clients achèteraient aveuglément. Ils croyaient avec une arrogance folle que le consommateur était stupide, que l'on pouvait déraciner une histoire, changer un emblème comme on change le code-barre d'une vulgaire boîte de conserve, et que la classe ouvrière continuerait d'ouvrir son portefeuille. Cette arrogance, ce mépris de classe absolue, a mis le feu aux usines. Et si les murs de Poissy sont aujourd'hui repeints aux couleurs aseptisées des groupes modernes, le sang, la sueur et les larmes des grévistes de 1983 sont incrustés si profondément dans la dalle de béton qu'aucun plan de communication institutionnelle ne pourra jamais les effacer. Qu'est-ce qu'il reste alors quand les financiers ont tout vendu, tout recyclé et tout détruit? Où va l'héritage quand le nom a été radié du registre du commerce? Il se réfugie dans la résistance du métal. Éloignez-vous des quartiers d'affaires parisiens et de leurs écrans boursiers. Conduisez sur les routes secondaires de la France profonde. Poussez les lourdes portes en bois grinçantes de vieilles granges en pierre ou entrez dans ces petits garages de banlieue mal éclairés où flotte cette odeur irremplaçable d'huile de ricin, de vieille graisse et d'essence au plomb. Là, dans la pénombre, l'oiseau vole encore. Des hommes aux cheveux gris, les mains incrustées de cambouis noirs, rejoints par de jeunes passionnés qui refusent l'obsolescence programmée et l'anonymat du plastique moderne, démontent, nettoient et ressuscitent des moteurs Poissy. Ils découpent et soudent les planchers rongés par la rouille des Simca 1300, ils règlent amoureusement les doubles carburateurs Weber des Simca 1000 Rallye 2 jusqu'à ce que le moteur hurle à nouveau avec cette fureur métallique si rauque, si reconnaissable. Ces gens ne restaurent pas de simples moyens de transport. Ils restaurent des morceaux d'une France optimiste, créative et audacieuse. Ils maintiennent en vie une France qui ne sous-traitait pas son intelligence. Une France où un modeste immigré italien, parti acheter de la ferraille, pouvait défier les monopoles d'État, regarder Ford et GM dans les yeux et construire une ville entière pour ses ouvriers. Chaque Simca Aronde qui démarre aujourd'hui dans un nuage de fumée bleue au petit matin est un bras d'honneur mécanique craché au visage des fossoyeurs de chez Peugeot et de Chrysler. C'est la preuve physique d'une tonne d'acier et de fonte que l'on peut tuer une entreprise, que l'on peut effacer un logo des concessions, mais que l'on ne peut pas assassiner un héritage quand il est protégé par les mains de ceux qui l'aiment. La tôle rouille. Les empires financiers s'effondrent sous le poids de leur propre avidité, mais la fierté du travail bien fait, elle, est immortelle. Pourtant, le poison qui a tué Simca n'a jamais été éradiqué. Il coule, plus virulent que jamais, dans les veines de l'industrie d'aujourd'hui. Peugeot a absorbé Simca, la laissant mourir de faim. Peugeot a absorbé Citroën, diluant son excentricité légendaire. Aujourd'hui, Peugeot s'est fondu dans un monstre tentaculaire, un empire sans visage appelé Stellantis, une hydre corporatiste gigantesque qui détient dans ses griffes Chrysler, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Opel et Dodge. 14 marques historiques, 14 héritages séculaires, regroupés sous la coupe des mêmes algorithmes financiers, dirigés par les héritiers spirituels exacts de ceux qui ont froidement ordonné la mise à mort de Talbot. Les mêmes réunions secrètes, à huis clos, ont lieu en ce moment même. Les mêmes tableaux Excel calculent, à la dixième de décimale près, quelle marque historique ne rapporte pas assez de marge ce trimestre. Quelle usine mythique mérite de voir ses grilles verrouillées pour toujours. Quel blason légendaire va être trahi, réduit à un simple bout de plastique collé sur une plateforme générique fabriquée à l'autre bout du monde. La guillotine est déjà levée au-dessus de plusieurs de ces constructeurs de légende. Elle n'attend que l'ordre silencieux de tomber. L'histoire terrifiante de Simca n'était pas un accident de parcours isolé.
C'était un avertissement. C'était le manuel d'instruction. Et le prochain nom sur la liste d'exécution est déjà écrit. L'assassinat de l'histoire automobile n'est pas terminé. Il a simplement changé de méthode et d'échelle. Alors regardez bien l'industrie aujourd'hui. Quelle marque historique le groupe Stellantis est-il en train d'étouffer silencieusement, de vider de sa substance mécanique en ce moment même, juste pour gonfler le prochain dividende de ses actionnaires? Lequel de ces géants va subir le même sort que l'hirondelle de Simca et disparaître dans l'indifférence générale? Donnez-moi vos prédictions dans les commentaires et préparez-vous, car les secrets inavouables que cachent les fusions de ces mégacorporations modernes sont infiniment plus sombres que tout ce que l'on vous laisse voir dans les publicités.